Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAC sur School TV, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Le sommaire, sans plus tarder, de cette toute nouvelle émission Le Sport, outil puissant pour, vous le savez, forger notre jeunesse et transformer, pourquoi pas, notre société. Quelle place devrait véritablement occuper le sport en France? Comment peut-il répondre au mieux aux enjeux sociétaux? On voit ça dans un instant. Paris 2024, c'est déjà demain, plus que quelques semaines avant les Jeux Olympiques et Paralympiques à cet été en France. Quel héritage ces Jeux doivent-elles laisser à nos jeunes? Comment se servir au mieux de cet événement pour construire la société de demain? Là aussi, on en parle, on en débat dans un instant. Et puis Alix, comme d'hab, tu sors ta loupe et tu te concentres sur... L'opération bouge 30 minutes chaque jour. Si au moins je pouvais faire 15 minutes par jour, ce serait déjà ça. C'est parti. C'est donc parti pour l'expression orale avec Guillaume Ditch. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant en STAPS. STAPS, c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est bien de le rappeler, à l'Université Paris-Créteil. Vous êtes agrégé d'EPS, physique et sportive. Et vous êtes l'heureux auteur de Les jeunes et le sport, penser la société de demain. C'est paru aux éditions de Buck. Tout à fait. C'est comme ça qu'on prononce, effectivement, c'est franco-belge, il me semble. Agrégé d'EPS, vous avez étudié sur quoi essentiellement? Vous avez écrit sur quoi essentiellement? Alors, en STAPS encore, j'enseigne notamment la sociologie et l'histoire. Et j'avais fait un premier ouvrage sur une histoire politique, justement, de l'EPS. Et là, l'idée... Très intéressant, d'ailleurs. J'ai lu quelques lignes, je me permets de le dire. Ouais. Mais c'est gentil. Et là, effectivement, l'idée, c'était... vous avez parlé des Jeux Olympiques, c'était être un peu plus dans l'actualité et se poser cette question, effectivement, par cette relation entre les jeunes et le sport. Comment, alors, réfléchir aux enjeux de société. Et se dire qu'au-delà de cet événement, effectivement, à Paris, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a cette question d'héritage. Qu'est-ce qui va rester de ces Jeux Olympiques pour les jeunes? Vous en parlez donc pas dans celui-ci, mais plutôt dans le premier ouvrage. Il faut absolument faire la différence, une dichotomie entre l'éducation physique et sportive, l'EPS, et le sport. Et le sport. Pourquoi on a tendance à l'oublier? Pourquoi C'est un vrai débat qui revient encore aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera un peu sur les campagnes de communication, sur cette idée de remettre un peu l'activité physique et sportive dans le quotidien des Français. Pourquoi c'est important? Parce que l'EPS, c'est une discipline obligatoire. L'ensemble d'une génération de jeunes, d'élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, passe par l'école et par l'EPS, alors que le sport qu'on peut pratiquer certes à l'école, mais aussi à l'extérieur, dans les clubs, dans les associations, finalement est davantage lié à votre environnement culturel, social, familial et surtout économique. Donc c'est important peut-être de réfléchir effectivement à cette question d'égalité des chances par rapport au sport, et c'est là où il y a peut-être cette question d'une différence avec l'EPS. Et est-ce que l'EPS qui permet de construire son corps, par extension, permet de construire son identité aujourd'hui? Oui, alors je pense que sur les jeunes, il y a un vrai sujet sur la place du corps, alors en EPS, mais aussi à l'école. Durant cette période, notamment de l'adolescence, vous avez des bouleversements sur tous les plans physiques, mais aussi psychologiques et sociaux, pour les filles et les garçons, avec des différences. Et de là, effectivement, autour du corps et des apprentissages du corps, vous pouvez agir justement sur l'estime de soi d'un jeune, d'un adolescent, et sans rentrer dans les détails un peu de différentes études, participer à une meilleure intégration aussi dans la société et plus tard au niveau professionnel. Paris 2024, c'est déjà demain. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception, avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et puis on accueillera des Jeux olympiques et paralympiques partout sur le territoire français, de Paris à Marseille, en passant par Tahiti, et au total plus de 70 collectivités territoriales. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoires pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques, et rendez-vous très vite. À bientôt. Voilà le compte à rebours, puisque jamais lancé avec le président Macron. Les Jeux arrivent à grands pas, c'est pas une surprise, on le sait. Certains y voient les coûts, d'autres préfèrent y voir un investissement. Pour vous, Guillaume Ditch, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est un
un bon investissement pour notre jeunesse, un investissement primordial? J'apporterai un peu de nuance et j'irai un peu les deux. Effectivement, un grand événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un bon moyen, effectivement, et à travers notamment la grande cause nationale autour de la promotion de l'activité physique et sportive, effectivement, de mettre un peu davantage au cœur cette question du sport. Alors, dans la société, mais aussi à l'école, on pourra peut-être en reparler. Mais on peut aussi peut-être aussi apporter quelques nuances. Vous avez différentes études, notamment à travers les Jeux Olympiques de Londres, qui avait montré justement que à travers cet héritage, le grand événement ne va pas de fait, c'est pas parce qu'on décrète le fait de mettre 30 minutes ou le sport dans votre quotidien que nécessairement les jeunes vont le faire. Ça a été démontré. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est se dire qu'au-delà de ces grands événements de campagne de communication, comme ici par le président Emmanuel Macron, il y a nécessairement un accompagnement des jeunes à avoir, un investissement en termes de moyens, puisqu'aujourd'hui, il faut dire les choses, le budget du ministère des Sports, c'est 0,3% du budget général. Donc c'est très peu. On verra, j'irai pas. Il faudrait déjà, pardon de vous couper, un ministère des Sports dédié? Voilà, ministère des Sports et depuis les Jeux Olympiques des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 0,3%. Alors c'est 1,1 milliard, donc on peut se dire que c'est assez important, mais sur le budget général, c'est 0,3%. Donc le sujet, je pense qu'il est, au-delà de l'événement, il est clairement sur l'héritage, mais sur les moyens engagés, l'accompagnement aussi, pour que les jeunes, j'en parle dans le livre, dans cette relation entre les jeunes et le sport, qu'on puisse véritablement peut-être participer, pas tant à des résolutions début d'année, mais peut-être même à une révolution culturelle du sport en France. Et d'ailleurs, dans votre livre, il est mentionné que le temps consacré à l'EPS s'est réduit au fil des années. Pourquoi ? Oui, alors en fait, c'est quand on regarde un peu sur l'ensemble du cursus d'un élève, vous avez 3 heures d'EPS obligatoires en école primaire, et ensuite au collège, on passe de 4 heures en 6e à 3 heures en fin de collège, et plus que 2 heures au lycée. Au-delà de cette baisse du nombre d'heures d'EPS, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le décrochage en fait du sport chez les adolescents, il se fait principalement, alors chez les jeunes filles, dans cette période de 15-16 ans au lycée. Donc c'est assez paradoxal finalement de se dire que c'est peut-être à ce moment-là que les jeunes ont peut-être plus besoin d'éducation physique et sportive, puisque en ayant des bonnes habitudes de pratique sportive dans votre jeunesse, plus tard, vous avez plus de chances justement d'avoir cette culture de l'activité physique et de pouvoir en faire adulte et même plus tard dans votre vie. Guillaume Ditch, dans Les jeunes et le sport, pensez de la société de demain, vous dites que, et vous y avez fait déjà allusion, effectivement, que ces JO doivent laisser un héritage matériel et immatériel, c'est-à-dire? Tout à fait. L'immatériel se traduit notamment par les installations sportives. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu un investissement de l'État, principalement à destination de la Seine-Saint-Denis, puisque vous avez de nombreuses installations sportives qui doivent justement ensuite avoir un caractère durable, donc c'est-à-dire pouvoir servir à la population. Et là, je pense qu'effectivement, il y a une vraie avancée en termes d'héritage matériel. Mais l'héritage immatériel, c'est la dimension plus symbolique. Voilà pourquoi un grand événement comme les Jeux Olympiques, vous êtes aussi évalué, il est aussi évalué cet événement à travers la trace. Qu'est-ce que vous allez laisser à une population ? Et là, de cette grande cause nationale, l'objectif affiché, au-delà des 30 minutes, c'est vraiment promouvoir l'activité physique et sportive, mais dans le quotidien des Français. Mettre le sport dans le quotidien, alors à l'école, mais aussi dans le monde professionnel. Donc le sport aussi en entreprise. Et là-dessus, vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens ou qu'il manque un véritable projet? Je pense qu'on est sur un projet d'abord justifié par rapport à ces dimensions sanitaires, avérées chez les jeunes, et pas que chez les jeunes. Effectivement, cet objectif de lutte contre la sédentarité, aujourd'hui, je rappelle les chiffres assez alarmants de l'OMS, vous avez uniquement 50% des jeunes garçons, qui répondent aux objectifs de l'OMS. Donc, c'est pas 30 minutes, mais un enfant, c'est 60 minutes d'activité physique quotidienne, donc tous les jours. Les filles, c'est seulement 33%, donc seulement une fille sur 3. Ce qui veut dire que dans 10 ou 20 ans, vous allez avoir une augmentation des maladies, alors cardiovasculaires, on ne va pas tous les développer. Donc, il y a une urgence sanitaire, il est vrai. Mais dans cet héritage, il y a une dimension culturelle. Parce que si vous restez uniquement sur cet objectif de santé, c'est ce que je rappelle là aussi sur les différentes études, si on vous dit faites du sport ou faites de l'activité physique pour votre santé, vous allez l'entendre, mais ce n'est pas pour cela que le jeune, ou même nous en tant qu'adultes, nous allons le faire. Le premier marqueur, ce qui permet de motiver les jeunes et aussi adultes, c'est le plaisir. Donc c'est déjà le plaisir. C'est vivre des expériences justement positives, mais aussi avoir cette culture de l'activité physique. Donc nécessairement, ça passe par un apprentissage. Un apprentissage, puisqu'on le voit bien, si je prends un exemple très concret, dans les salles de remise en forme, on voit qu'il y a une augmentation, mais ce n'est pas pour cela que ça perdure. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plutôt sur du zapping.
ils sont sur les zappings, donc ils vont faire une activité physique, un sport, et très vite vont l'arrêter. Ils vont aussi faire la multipratique. Ils vont s'inscrire à la salle, ensuite ils vont faire de l'escalade, ils vont aller courir, faire du football, plein d'activités. Ils sont un peu à l'image de leurs réseaux sociaux, quoi. Exactement. Ça switch. C'est-à-dire qu'il faudrait favoriser une activité dans laquelle on s'implique à fond favoriser et dans la durée. une activité, mais par contre qui vous fasse plaisir. Vous dites effectivement, si pour vous la course en tant que telle, c'est pas ce qui effectivement vous motive et vous fait plaisir, l'idée c'est d'abord peut-être commencer l'activité physique par une activité qui vous plaît, quelle qu'elle soit finalement, pour progressivement, mais aussi en étant accompagné. C'est pas seul, en étant accompagné et puisque vous parlez des réseaux sociaux, pas uniquement par une application, parce qu'une application c'est très bien les tutos sur YouTube, mais c'est pas comme ça aussi que vous allez pouvoir être, je dirais, acculturé au quotidien et pouvoir, pourquoi pas, progresser ou avoir envie de progresser. Quelle place parce qu'on a beaucoup parlé de la dimension sanitaire et physique, sur un plan peut-être plus philosophique, quelle place doit tenir le sport dans une société ? À commencer par la société française. Je pense que c'est un sujet important. Alors, c'est une des questions que je pose dans le livre, c'est la place du sport, effectivement, en France. On compare très souvent un peu la culture anglo-saxonne, les États-Unis. On est sur, en fait, deux dimensions totalement différentes. Je dirais qu'aujourd'hui, si la place était essentielle, importante du sport en France, à ce moment-là, on n'aurait pas une matière, l'EPS, qui est déconsidérée par rapport à des disciplines intellectuelles. On se dirait qu'en tant que parent... Avec le prof de gym. Comment on le surnomme ? Le prof de gym. Mais pour moi, c'est pas justement anecdotique. Vous avez raison. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Prof de gym, prof de sport. C'est révélateur. C'est assez révélateur de l'image qu'on peut avoir du sport, mais plus largement, puisque vous parlez de la dimension philosophique. Et sans aller trop loin, mais sur ce dualisme corps-esprit. On est encore, j'ai envie de dire, en 2024, sur finalement l'esprit, ou les disciplines un peu intellectuelles, à l'école, lire, écrire, compter, plus important que le corps. Alors que par le corps, justement, vous pouvez mieux apprendre, participer à votre intégration. Mais pourquoi c'est une spécificité française, justement ? C'est une spécificité française, parce que d'un point de vue philosophique, justement, dans la philosophie un peu des Lumières, pour aller très vite, on est vraiment sur ce dualisme entre, effectivement, des disciplines intellectuelles, alors le français, les mathématiques, finalement les filières un peu nobles, et l'EPS, mais aussi les disciplines artistiques qui sont davantage ce qu'on appelle une propédeutique. Ça prépare à, finalement, l'EPS, vous vous défoulez pour que derrière, dans une autre discipline, vous puissiez mieux vous concentrer. Et ça, c'est une vision assez réductrice de l'école. Et de là, on n'est pas sur une valorisation du corps, mais plus largement des compétences corporelles. La communication, la confiance en soi par le corps et par les sports. Et si peut-être on parle des Jeux Olympiques, on voit bien qu'au niveau des sportifs de haut niveau, lorsqu'ils prennent la parole aussi dans les médias, on voit bien qu'on a une forme de déconsidération. Ils sont déconsidérés aussi par rapport à des écrivains, des intellectuels. Donc on n'est pas encore, je dirais, sur une base importante. Parallèlement, une influence grandissante. Tout à fait. Ils ont une influence grandissante parce que l'image du sportif de haut niveau, mais encore une fois, du sportif de haut niveau performant, donc qui ramène des médailles. On pourrait aussi parler, j'en parle un peu sur le chapitre sur l'inclusion, sur la distinction avec l'athlète paralympique. On est encore quand même sur une image un peu différente. Le président Emmanuel Macron, dans sa vidéo, il parlait d'un enjeu important, c'est la parité. Il est vrai, effectivement, que les Jeux de Paris, c'est une avancée, seront paritaires. C'est-à-dire que vous allez avoir autant d'athlètes masculins que féminins. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Mais il y a une réalité sociale, j'en parle. Aujourd'hui, chez les jeunes, on a parlé rapidement des filles et des garçons, le sport, il est inégal en fonction, certes, de votre milieu social, mais aussi de votre sexe, filles-garçons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour séduire plus les filles, justement C'est peut-être pour ça que j'ai fait le choix d'entrer par les jeunes, prendre en compte davantage leurs aspirations, leurs attentes. Aujourd'hui, filles et garçons confondus, vous avez à peine, toutes les enquêtes le montrent, 25% des jeunes qui sont attirés par la compétition. Ce qui les guide, encore une fois, c'est le plaisir. Alors, c'est aussi la santé, mais c'est aussi la convivialité. Donc, c'est des pratiques un peu mixtes. Il faut se dire qu'aujourd'hui, justement, une fédération sportive, on n'est plus sur le modèle un peu traditionnel olympique avec la compétition, le très haut niveau. Il faut aussi proposer à nos jeunes d'autres formes de pratiques. La santé, le plaisir, le loisir, pour les attirer et peut-être permettre demain, pour ça que j'ai fait cette ouverture sur la société de demain, leur permettre de pratiquer ensemble. Ça, c'est important, je pense, filles et garçons. Est-ce que justement, qu'on parlait je pense à ça, vous parlez de compétition, est-ce que cette jeunesse, cette génération a une vision pas biaisée, mais différente de la compétition ? Est-ce qu'on est au final un peu plus individualiste ? On parlait des grands sportifs, on peut parler des Mbappé et compagnie, et qu'on sort, dès qu'ils prennent la parole, on a quand même le sentiment qu'on est à l'heure de la statistique.
Oui, complètement. Alors, on dit, alors c'est pour ça aussi que tout au début, je repars un peu de ce qu'on entend des jeunes, parce qu'évidemment, au-delà d'une catégorie d'âge, il y a une culture. Mais les jeunes, leurs codes, les valeurs, les normes, on les dit souvent effectivement individualistes, narcissiques. Alors là, aujourd'hui, par les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que peu importe finalement la période, le jeune se construit toujours en opposition avec l'adulte. Il recherche finalement toujours l'autonomie. En sport, ça se traduit par la pratique sportive, autonome, c'est-à-dire seul, parfois la recherche de risques, prise de risque. Il le fait toujours seul et en opposition. Donc il y a nécessairement une vision un peu narcissique, un peu égocentrée des jeunes. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment, effectivement, par les clubs, on peut passer effectivement ces pratiques un peu individualistes et les accompagner dans leur socialisation sur une pratique un peu collective et peut-être par rapport à un projet de société. Comment les amener effectivement à vivre ensemble demain. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'entrer par finalement des enjeux de société. La mixité, l'égalité homme-femme, on parlera peut-être du sport durable aussi. Ouais. C'est un vrai enjeu parce qu'on a une vision aussi des jeunes peut-être un peu biaisée justement. Alors qu'on a des jeunes aujourd'hui, je le rappelle, qui sont engagés justement pour l'écologie. Ils sont engagés. Le sport durable, justement. Le sport durable. Le sport durable, c'est se dire aussi qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, un grand événement, il est évalué par rapport à un impact sur une empreinte carbone. C'est un événement massifié. Vous avez aussi des courses de trail, d'ultra-trail qui sont massifiées. Je prends l'exemple, alors à La Réunion, vous avez la Diagonale des Fous, vous avez l'ultra-trail du Mont Blanc, qui sont des grandes courses très connus, mais qui aujourd'hui, il faut le dire, font venir énormément de sportifs, mais aussi de spectateurs. Ouais. Donc il y a une question sur l'empreinte carbone. On pourrait parler de la Coupe du Monde de football au Qatar, des événements à venir aussi, des Jeux en 2030, potentiellement en France, dans les Alpes. Finalement, il y a une vraie réflexion autour du modèle sportif pour que demain, peut-être, un grand événement se déroule différemment. Et pour cela, il y a des modèles alternatifs qui sont proposés. Je reviens sur l'héritage matériel et immatériel que doivent laisser absolument ces Jeux Olympiques. Et je le dis vraiment absolument parce qu'effectivement, les défis auxquels sont confrontés notre jeunesse sont immenses. Il y en a bon nombre, avec pas mal de priorités, à commencer par la santé mentale. Comment on peut faire le lien entre les deux? Et comment ces Jeux peuvent justement bénéficier à cette lutte contre la santé mentale, on parlait avant du caractère durable, même l'éco-anxiété, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, puisque vous faites bien de le rappeler, les jeunes, si on situe aussi, là les jeunes, cette génération un peu Z, fin des années 90, début des années 2000, il faut remettre dans le contexte. Ils sont quand même nés avec effectivement des crises sociales, la crise sanitaire Covid, l'urgence climatique, passons aussi aujourd'hui les conflits au niveau géopolitique. Donc ils sont, comme vous le dites, en fait nés à un moment finalement d'anxiété, de stress, et de là, justement, ça a été démontré, et c'est principalement le cas au Canada, pas mal d'études qui ont montré que l'activité physique, et notamment en milieu naturel, de manière déconnectée, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue philosophique une pratique minimaliste. Donc c'est une pratique de course à pied, peu importe, sans nécessairement ce qu'on peut avoir tout un chacun, un objet connecté, une application, je monte mon bras pour le petit brassard avec le téléphone, les oreillettes, etc. Ça permet justement, ça a été démontré, d'agir sur la dimension psychologique et réduire l'anxiété. Puisque finalement, même si là on est en train de parler de différents enjeux, tout est systémique, tout est un peu articulé. Et c'est pour ça que c'est intéressant peut-être se dire qu'une pratique durable en milieu naturel peut finalement aussi se réfléchir d'un point de vue minimaliste sans objet connecté et de là agir sur votre propre santé, et pas que les jeunes, nous aussi en tant qu'adultes. Le sport, on l'a compris, c'est un des leviers les plus puissants, peut-être pour remodeler aussi la société et accompagner notre jeunesse. Est-ce que le foot, c'est le plus puissant de ces leviers ? Alors, le foot, ce qui est intéressant entre l'activité football, c'est une activité, effectivement, si on est vraiment sur les statistiques, les chiffres, c'est la première fédération sportive. C'est aussi, au-delà des garçons, c'est une pratique qui se féminise de plus en plus, qui touche tous les milieux sociaux de la société française, et ça c'est très intéressant, autant dans les milieux urbains que ruraux. Si je prends mon exemple, moi qui viens d'un... Aux États-Unis, je crois que c'est le sport numéro 1 chez les femmes, par exemple. Chez les femmes. Mais je veux dire, si je prends mon exemple, et peut-être ici tous les trois, le football, voilà, se pratique n'importe où, en France en tout cas, et de là, c'est une activité effectivement qui permet de réfléchir
je prends pas mal de fois effectivement cet exemple, à toutes ces valeurs qu'on souhaite transmettre. Maintenant, le football, pour moi, est aussi intéressant par rapport à votre question, sur certes la dimension un peu émancipatrice, se dire que effectivement, ça permet de partager certaines valeurs, de se socialiser, filles-garçons, mais ça témoigne assez bien dans la société française de la dimension un peu aliénante, de toutes les dérives en fait, finalement. On prend souvent l'exemple du football, un peu des dérives, notamment du sport professionnel, mais ça témoigne bien un peu, je dirais, des maux de la société, d'une société un peu malade. On peut parler de violence. Aujourd'hui, j'en parle dans un chapitre sur l'égalité, la mixité, les violences aussi sexistes et sexuelles qu'on peut avoir dans le sport, en football, mais pas qu'en football. Hein. On a pas mal d'études qui ont été développées dans ce cadre-là. Donc c'est assez intéressant. Effectivement, et ça démontre une chose très importante, c'est que au-delà de cette activité football, de la dimension positive et des dérives, il y a nécessairement toujours la question de l'éducation pour les jeunes, mais aussi la question de la formation. Je parlais du sujet des violences sexistes et sexuelles. Maintenant qu'effectivement, on a une parole qui s'est libérée, c'est très bien, qu'on a une sensibilisation et des rapports qui ont été établis. Maintenant, ce qui est important, c'est l'action, c'est la mise en œuvre concrète. Encore. Donc, c'est les moyens engagés et nécessairement la formation. La formation, alors des éducateurs. Dire justement que dans la formation des sportifs, il manque un aspect théorique fort. Qui viendrait en soutien de la pratique. Clairement. Alors, on peut prendre l'exemple du football. C'est un bon exemple parce que on a des jeunes. Alors là, on peut parler du très haut niveau, qui peuvent très vite entrer dans un centre de formation et même dans la Fédération française de football à Clairefontaine. Et ensuite, très vite, sont finalement catapultés dans un monde professionnel avec de l'argent, des dérives économiques, mais sans nécessairement avoir été accompagnés. Vous avez pris l'exemple d'Mbappé. Bon, évidemment, on en parle beaucoup, mais on voit bien que la structure familiale a été déterminante, je pense. Deux parents, anciens sportifs. Deux parents, anciens sportifs, une certaine vision de l'éducation, d'un accompagnement. Ouais. On pourrait évidemment discuter d'autres aspects de sa personnalité, mais on voit bien qu'effectivement, il a pu franchir différents paliers grâce à ce suivi et cet accompagnement familial. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Bouge 30 minutes par jour, Alix. C'est l'une des grandes causes nationales de 2024. Oui, c'est du moins ce que le gouvernement semble vouloir mettre en avant. Une opération amorcée en juillet 2022 par Emmanuel Macron avec pour ambition de faire de la France une nation sportive. Le projet est né d'une réclamation, celle d'associations et de parlementaires qui entendent faire des JO un moyen d'incorporer plus d'activités sportives dans notre quotidien. Quelques champions se sont d'ailleurs engagés dans la promotion de l'opération. C'est le cas, par exemple, de Tony Parker. Bouge 30 minutes chaque jour. Bonjour à tous. Juste pour vous dire que c'est très très important de faire du sport. 30 minutes par jour. Ou, si vous ne pouvez pas, au moins 3-4 fois par semaine. Très important pour votre santé. C'est vraiment important. 30 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Vous pouvez marcher, faire du basket, faire du foot, tennis, du padel, vous pouvez nager, faire du vélo. Enfin, vous m'avez compris. Si vous pouvez, c'est super important pour votre santé, pour votre bien-être. 30 minutes de sport par jour, s'il vous plaît. À très bientôt. Pour toucher un public jeune, certains influenceurs mettent aussi la main à la pâte. Il faut savoir que 10 millions d'euros de budget est prévu pour ce plan, dont la moitié est dédiée à la communication. Et au-delà de la communication, le plan comprend la labellisation de projets, l'organisation de challenges et une série d'événements à venir, tels que le Tour de France des collégiens à vélo, le bus des plages ou encore le loto du patrimoine sportif. À l'école, le concept de 30 minutes d'activité physique par jour a été introduit en 2020. Il n'existe cependant pas encore de données accessibles quant au nombre d'écoles ayant adopté le programme. À noter que début décembre, certains élus locaux ont exprimé leurs réserves en qualifiant l'initiative de simple slogan, déplorant notamment un manque de moyens sur le terrain. Guillaume, est-ce que vous aussi vous émettez quelques réserves quant à cette opération ? Oui, j'y mets quelques réserves parce que vous venez de le dire, vous avez insisté sur la communication. De ce point de vue-là, je
je pense que c'est quand même positif, effectivement, se dire que c'est la grande cause nationale, se dire aussi, effectivement, qu'à travers cette communication, on incite, effectivement, les jeunes, toute la population française à se mettre en mouvement. Maintenant, les réserves que j'émets, c'est pas moi qui finalement les dit, il suffit de faire référence un peu à la psychologie du sport pour rappeler qu'il ne suffit pas simplement de décréter effectivement, qu'il s'agit de se mettre en mouvement, je dirais, pendant 30 minutes, pour que demain, ça soit effectivement dans votre quotidien. Les réserves que j'émets, c'est notamment pour les jeunes qui sont éloignés de cette culture de l'activité physique. Les jeunes qui, je le rappelle dans le livre, finalement, sont freinés ou émettent en tout cas des freins à cette activité physique, notamment pour des raisons simples. Ce sont des contraintes scolaires, des contraintes aussi d'ordre familial, mais aussi le coût et l'inadéquation de l'offre sportive. Tous les jeunes n'ont pas accès en fait à la culture sportive. Si je prends mon exemple, puisque je suis enseignant maintenant en STAPS à Paris-Créteil, hormis nous, nos étudiants STAPS, qui bénéficient, alors au-delà de leur formation, d'un temps dédié le jeudi après-midi à la pratique d'activités physiques et sportives, les autres étudiants n'ont pas de créneau dédié à la pratique sportive. Donc c'est très souvent ce qui revient chez les jeunes, ce sont ces contraintes, ou finalement ce qu'on pourrait dire, mais même nous, tout un chacun, un peu les urgences du quotidien, qui font que finalement on peut être empêché d'une certaine manière dans cette activité physique. J'ai envie de dire, notamment les jeunes, ils aiment le sport, c'est pas ça la question. Sauf que peut-être ce qu'on peut poser comme question, c'est l'accessibilité à la pratique sportive, et c'est comment permettre à nos jeunes justement de diminuer ces contraintes et de pouvoir le faire peut-être de manière un peu plus libre et quotidiennement. Pourquoi on ne le fait pas alors qu'on a la recette? N'importe quelle personne qui a des hautes fonctions, n'importe quel chef d'entreprise, même ceux qui n'aiment pas le sport, s'obligent à avoir au moins un coach. Pourquoi justement nous on ne le fait pas à l'école ou à l'université? Pourquoi ce n'est pas obligatoire au final? Parce qu'on sait que au final, c'est pas négociable parce que c'est pour être meilleur par la suite, c'est pour être plus concentré, c'est pour être plus performant au final. Pour moi, je répondrai peut-être sur 2 points. Déjà, c'est un choix politique, effectivement. Le choix a été fait d'augmenter. Eux, ils ont des coachs. C'est d'eux dont je vous parle. Eux, sinon, ils ne tiendraient pas. Ils ont les coachs. C'est pour ça que la vraie question, enfin, une des questions à se poser, c'est vraiment la question de l'inégalité, mais aussi au-delà, c'est la vision. C'est comme la vision un peu du sport. On voit bien, à travers la communication, de manière générale, il y a une dimension un peu c'est un peu incantatoire. On a cette idée que finalement, il suffirait de dire un peu aux Françaises et aux Français de bouger pour que demain, effectivement, on le fasse. Sauf que là aussi, c'est pour ça que, je le dis rapidement, quand on regarde un peu l'histoire des campagnes de communication au niveau des politiques de santé, c'est intéressant. Et pour remonter un peu dans le temps, dans les années 60, c'est la première fois où on a des slogans en France autour du sport, c'est la santé. Années 60. Années 80, dans les années 80, on va parler dans les politiques de santé de bouger pour sa santé. 2024, grande cause nationale, effectivement, c'est bouger 30 minutes et c'est mettre le sport dans son quotidien. Donc c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Par contre, on est effectivement sur une vision vraiment, je dirais, réductrice. On est sur une vision un peu réductrice et on oublie encore une fois que dans les réalités sociales, tout le monde n'a pas accès et n'a pas toujours la possibilité, en fonction, j'en parle un peu sur le lien avec la société, en fonction de sa vie familiale, de pouvoir en fait le faire. Il y a 2 problématiques. Il y a la question des inégalités, mais il y a aussi le fait que dans certaines familles, ça ne fait pas du tout partie de la culture familiale, le sport. Il y a la question vraiment des modes de vie. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ce lien pour dépasser un peu les slogans et cette relation des jeunes et sport, pour systématiquement peut-être coller davantage, gérer à la société. Puisque en fait, le sport, ça recouvre un peu, vous l'avez dit, un peu dans ce pouvoir un peu autour du sport, ça recouvre un peu tous les secteurs de la vie en société. Ça permet effectivement de questionner pas mal d'enjeux d'égalité, mais aussi de mixité, durabilité. Donc là, effectivement, le sujet, c'est quand même, c'est pas tant, je dirais, permettre à celles et ceux qui ont déjà cette culture de l'activité physique de le faire. C'est plutôt comment raccrocher celles et ceux qui sont sédentaires, très éloignés en fait finalement de cette culture physique, et de leur donner un peu ce goût pour la pratique sportive. Je pense qu'il est là l'enjeu. Merci pour ce message et merci pour cette demi-heure de témoignage. Guillaume Dietsch, je rappelle votre dernier ouvrage, Les jeunes et le sport, penser la société de demain. C'est aux éditions de Buck. En 3 mots, en 3 adjectifs, votre société de demain, ce serait quoi? C'est une société égalitaire, durable, et qui répondent, c'est le dernier chapitre, un peu aux défis technologiques, donc par rapport à une dimension éthique. Merci infiniment. Merci Guillaume Dietsch d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Un grand merci Alix, que l'on retrouve avec grand plaisir demain.
Excellente journée en votre compagnie.